Et salut, j'espère que vous allez très bien, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. On va commencer par le sommaire, on a tout d'abord une comparaison de points entre 2024 et 2025. Ensuite, on va parler un petit peu de noms de moto avec la nouvelle réglementation technique de 2027. On parlera ensuite d'un problème actuellement en MotoGP entre la Dorna et les constructeurs et vous allez voir, c'est assez complexe et on terminera par des propos de Yamaha sur Fabio Quartararo. Là aussi, clairement, il y a de l'eau dans le gaz. Je voulais donc en tout cas commencer cette vidéo avec cette photo qui a été postée sur les réseaux sociaux du MotoGP qui vous permet d'avoir une comparaison entre la saison 2024 et 2025 des points pris par tous les constructeurs. Alors, petit point quand même très important à noter, c'est qu'en 2024, on a eu moins de grands prix par rapport à 2025. 20 GP contre 22, mais on voit quand même une très belle évolution qui vient confirmer ce que l'on a pu dire, bien évidemment, au cours de cette saison 2025. Par exemple, les constructeurs japonais vont beaucoup mieux. En tête de liste, évidemment, Honda, 210 points de plus en 2025 par rapport à 2024. Clairement, Honda a fait une bien meilleure année. Maintenant, c'est vrai que 2024 était quand même une année particulièrement compliquée. 75 points en 20 Grands Prix, c'est dur. On voit quand même aussi l'évolution de Yamaha, 123 points de plus en 2025 comparé à 2024, c'est aussi assez intéressant. On a Aprilia qui a évidemment aussi très bien progressé, on en a aussi beaucoup parlé au cours de cette saison. Aprilia a clairement fait une saison 2025 très bonne. Après pour Ducati et KTM, bon vous le voyez c'est globalement la même chose, on a marqué un petit peu plus de points en 2025 mais ça peut aussi s'expliquer parce qu'on a eu 2 grands prix de plus. Donc ouais, ça permet une nouvelle fois de bien se rendre compte de l'évolution des constructeurs. Ducati et KTM qui sont restés à peu près dans la même idée de performance. Aprilia qui qui s'est un petit peu amélioré. Et puis les constructeurs japonais qui ont véritablement fait un bond en avant. Bref, voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de voir tout ça. On continue avec les noms des futures machines pour 2027. Alors là, c'est vraiment un truc technique pour ceux qui kiffent un peu les noms. Mais on a appris que normalement, Honda devrait changer le nom de sa moto pour la saison 2027. Et c'est quand même un changement assez marquant parce que ça fait maintenant 15 ans que la Honda s'appelle la RC213V. Cette moto, elle était arrivée à l'arrivée justement des 1000 cm3. La RC212V, c'était quand il y avait le 800 cm3. Et normalement, avec l'arrivée maintenant du 850 cm3, on devrait avoir la RC214V. Quand ça fait 15 ans que tu dis la RC213, ouais, ça va être quand même assez particulier. Pour les autres constructeurs, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il va y avoir des changements de nom? Et apparemment, non. La KTM devrait continuer de s'appeler la RC16. L'Aprilia devrait continuer de s'appeler la RSGP avec le nom de la saison en cours, donc en 2027, RSGP 27. Yamaha ne devrait pas non plus changer son nom, ça devrait continuer d'être la YZR M1. Et pour Ducati, c'est pareil, on continue avec les années en cours, c'est la GP 25, 26 et donc en 2027, la GP 27. Donc voilà, ça devrait être un gros changement, surtout du point de vue de Honda. Et j'avais envie de vous en parler parce que je trouve que c'est toujours un petit détail intéressant. Bon, maintenant, on va attaquer un sujet fumant. C'est un article de Moto Service qui est très intéressant et qui est donc revenu là-dessus et j'avais envie de vous en parler. On apprend donc dans cet article que le nouveau règlement technique qui commencera à partir de 2027 et, je rappelle, pour 5 ans, et les constructeurs doivent signer un contrat pour s'engager donc en MotoGP pour les 5 prochaines années. Mais on apprend grâce à cet article de Motoservice que pour l'instant, aucun constructeur n'a signé ce contrat. Et c'est pour une bonne raison. C'est parce que les constructeurs veulent quelque chose, une nouveauté qu'il y a par exemple en F1, c'est globalement donc l'accord Concorde de la Formule 1. Alors c'est quoi l'accord Concorde de la Formule 1? C'est que globalement, on a une répartition des bénéfices, on parle d'environ 50% entre les teams selon leurs résultats. Donc en gros, on a une partie qui part à Liberty et une partie qui part donc au team. Et en MotoGP, on n'a pas ça. Et justement, les constructeurs veulent que la catégorie évolue avec par exemple donc l'arrivée de Liberty et ils veulent donc que justement on ait cet accord Concorde de la Formule 1 aussi en MotoGP. Et pour l'instant, ils ne veulent pas signer pour 5 ans supplémentaires tant que la Dorna n'a pas fait en sorte d'avoir cet accord dans la catégorie reine. Et on apprend que c'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui c'est totalement bloqué.
La famille Espeleta, bon, on va dire les patrons de la Dorna, ne veulent pas partager les revenus et ils sont bloqués à cette idée. Et du côté des constructeurs, eh ben, on n'est pas content et du coup on dit bah on signera pas. Et donc en ce moment on se dit bon, il va se passer quoi là pour 2027? Alors bon, on a encore 2026 pour blablater et discuter et essayer de trouver un accord, mais c'est quand même assez inquiétant et je me demande, c'est qui va craquer le premier? Est-ce que c'est les constructeurs ou est-ce que c'est la Dorna? Je trouve que c'est quand même un sujet très, très intéressant et très intriguant. Alors c'est vrai que par le passé, on en avait déjà parlé, hein, de cette histoire que les constructeurs voulaient l'arrivée de l'accord Concorde en MotoGP. Et je vous avais déjà dit que pour moi, ça semble être quelque chose d'assez logique. Aujourd'hui, en MotoGP, les répercussions, hein, clairement marketing, économique pour les constructeurs, c'est des questions d'image. Ça veut dire que on se met en avant en MotoGP, on paye d'énormes sommes pour développer un projet MotoGP, essayer de gagner, essayer de mettre ses motos en avant, pour qu'ensuite des gens voient la marque, aiment la marque et s'intéressent à la marque, et puis ensuite peut-être achètent donc une moto ou allez, on va dire du merch. Mais bon, c'est surtout des motos, hein, vous imaginez bien. Sauf que le MotoGP évolue, les coûts évoluent. On a vu dans un précédent sujet d'une précédente vidéo que le projet de KTM, par exemple, à la saison, c'était 60 millions d'euros pour une saison. Il y a un moment, c'est assez difficile pour une stabilité financière de tous les constructeurs d'uniquement parier sur quelque chose qui est difficilement tangible. En plus, ça veut dire les répercussions sur l'image et aujourd'hui, ça me semble assez logique, au vu de l'investissement qu'on demande, eh ben, d'avoir tout simplement une somme qui est répercutée donc par rapport au classement des équipes au sein du classement constructeur. Moi, ça me semble quelque chose, bah, d'assez logique et je crois que je l'avais déjà dit dans justement la précédente vidéo où on abordait ce sujet, ça pourrait surtout aussi pérenniser les constructeurs en catégorie reine. Peut-être que l'affaire Suzuki n'aurait pas eu lieu avec ce genre de choses parce que, bah, tu sais que même si c'est un peu compliqué, que tu vends pas assez de motos ou quoi que ce soit, dans tous les cas, tu as de l'argent qui revient quand même par rapport au positionnement que tu as dans le classement. Donc pour moi, ça semble être quelque chose qui devrait être le cas, ça me semble être quelque chose de totalement logique et je trouve dommage que la Dorna pour l'instant s'y oppose. Enfin bref, on passe maintenant au tout dernier sujet de cette vidéo et vous allez voir, c'est pas un sujet qui est bien plus positif que celui qu'on vient d'aborder. On va revenir sur les derniers propos de Yamaha, du patron de Yamaha, Paolo Pavezio, sur Fabio Quartararo, sur les déclarations plus précisément de Fabio Quartararo. Et comme j'ai pu vous le dire en introduction, on sent clairement qu'il y a de l'eau dans le gaz. On a, d'une certaine manière, un peu recadré le français. Il a donc dit, d'un point de vue humain, je comprends la frustration que vous ressentez parfois. Mais nous sommes tous des professionnels et nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous lui avons offert l'opportunité de courir pour Yamaha et il a accepté. Se plaindre excessivement en public ne contribue pas à renforcer l'engagement de l'entreprise. Dans cette impression qu'il essaie de recadrer le français, il a aussi déclaré « Fabio devrait regarder ses statistiques. Les progrès sont là. » Mais chez Yamaha, c'est pas le seul qui a été un peu critique envers Fabio. Il y a eu aussi Maio Meregali qui a déclaré « Ses retours ne sont pas toujours justes. On remet donc un petit peu en question le développement du français. » Alors, c'est assez rapide, ces quelques déclarations, mais là, on se rend quand même sacrément compte d'une cassure entre le pilote et l'équipe. Ce qui pourrait de plus en plus nous faire penser que la saison 2026 devrait être la dernière de Fabio chez Yamaha. Rappelez-vous, par le passé, il y a déjà eu de nombreuses rumeurs et plus d'une fois, je vous l'admets, on a abordé le sujet Fabio et Yamaha en disant il a des chances de partir. Moi, personnellement, j'ai énormément cru à la rumeur et la possibilité de voir Fabio partir chez Aprilia. Je pensais vraiment qu'il allait quitter Yamaha pour rejoindre Aprilia. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait, mais dans tous les cas, lors de ces dernières années, on a toujours vu Yamaha rester très neutre. Là, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il reste très neutre. Alors, je sais que certains diront, oui, bah c'est compréhensible, parce que c'est vrai que Fabio, lui, il n'a pas sa langue dans sa poche. Hein. Fabio, depuis des années, il n'est pas très neutre. Hein. Il n'a pas peur de dire que ça ne lui va pas, qu'il est déçu du développement de la machine. Là, ces derniers temps, il a beaucoup parlé justement du V4 en disant que bon, bah c'était compliqué et qu'il allait falloir en faire plus, hein, globalement.
On sent bien sûr qu'il y a de la frustration du français. Lors des tests quand même de Valence, on l'a senti justement un petit peu plus neutre dans ses déclarations. Peut-être que ça pourrait peut-être être en lien avec ce que là on a pu voir de la part de Yamaha. Peut-être qu'en interne aussi on l'a un peu recadré. C'est une possibilité, mais bon, j'en sais rien, hein, mais c'est une possibilité. Maintenant je sais hein, que même si on ne parle pas spécialement que de Yamaha, chez les fans, chez les spectateurs donc du MotoGP, déjà beaucoup de personnes n'apprécient pas énormément le fait que Fabio soit des fois assez sévère avec la marque. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est assez partagé, on peut aimer ou pas aimer. Moi, personnellement, je suis du côté de Fabio Quartararo et je trouve ça bien qu'un pilote au sein de la catégorie reine, à ce niveau-là, n'ait pas sa langue dans sa poche et n'ait pas peur de dire ce qu'il pense. Donc, je peux pas être non plus critique envers Yamaha parce que je comprends qu'en termes de marque, heu, on préfère travailler en interne, on préfère se dire sûrement des critiques ou des choses d'un point de vue général en interne et ça doit pas faire très, très plaisir de voir, dans la presse des sorties de Fabio Quartararo qui sont à charge sur la moto, sur l'avenir aussi du constructeur et même sur son avenir au sein du constructeur. Donc voilà. Je tiens aussi quand même à dire que dans les déclarations, par exemple, de Paolo Pavezio, il a aussi quand même plus d'une fois souligné à quel point Fabio Quartararo était évidemment un pilote de premier plan, le pilote qui permet évidemment aujourd'hui à Yamaha d'être aux avant-postes, hein. Il a souligné les pole positions réalisées par le Français. Donc, il n'y a pas que des critiques. Mais on sent que il y a une certaine tension, il y a une certaine cassure. Aujourd'hui, quand tu as 2 coqs qui sont en train de se batailler, c'est quand même compliqué, d'arriver ensuite à être dans le même panier ou j'ai envie de vous dire, de tout simplement être dans le même poulailler. Donc, moi je sais pas si la comparaison est très bonne, mais bref. Heu, je me dis que là quand même chez Yamaha, ça risque d'être une saison 2026 qui peut être très compliquée. Si le moteur V4 ne va pas, je sens que ça va se batailler justement dans le poulailler, hein. Clairement, ça va se batailler. Alors, on ne sait pas encore concrètement où on en est, si ce V4 peut tenir toutes ses promesses. Je veux quand même le rappeler avant de finir ce sujet, c'est possible que le V4 arrive à tenir son pari, d'être, tout simplement de permettre à cette, YZR-M1 de 2026 de tenir la route et de satisfaire Fabio Quartararo et de lui prouver aussi peut-être à l'avenir que, Yamaha peut améliorer la moto et peut-être que Fabio re-signera. Il y a aussi un autre point qui va être, je pense, important, c'est qu'il y a sûrement des chances que Fabio teste à un moment la Yamaha de 2027 pour se faire un avis et peut-être que la Yamaha de 2027 sera une moto stratosphérique. Peut-être que Fabio sentira quelque chose dans le feeling, dans la vitesse, et que même si 2026, la Yamaha V4 ne lui plaît pas vraiment, faut pas oublier qu'il y a le nouveau règlement technique en 2027, on aura une Yamaha différente, et peut-être que celle-ci va totalement le satisfaire, et donc il se réengagera avec la marque. Donc bref, ce que je veux dire, globalement, pour finir, c'est que il faut pas commencer à dire: «Oh là là, ça y est, rupture, c'est terminé, Fabio va partir». Non, on n'en sait rien. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer au cours de cette année 2026 qui pourront amener soit un départ, soit à une continuité du français. Mais ce qui est vraiment le cas en ce moment, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment une rupture et ça ne va pas faciliter la possible continuité de Yamaha et de Fabio ensemble. Je voulais terminer cette vidéo par un petit quelque chose en lien justement aussi avec Yamaha. C'était quelque chose que je faisais avant, il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est la photo du jour. Est-ce que vous vous rappelez de ça? En fin de vidéo, je mettais souvent une petite photo que je mettais à la fin de la vidéo. Alors c'était sur plein de choses, hein. Ça n'avait pas spécialement de lien hein, sur quoi que ce soit au sein de la vidéo, mais ça avait bien sûr un lien avec le MotoGP. Et aujourd'hui, j'ai vu une petite photo hein, sur le Twitter de Crash MotoGP qui vous montre donc l'évolution un petit peu en image de cette YZR-M1 avec les débuts de Fabio Quartararo et le dernier test de Fabio. On voit quand même à quel point cette M1 lors de ces dernières années a changé. On a globalement une moto au-dessus et puis on a un engin de course, on va dire, en dessous. C'est fou hein, quand même comme les ailerons ils ont poussé, comme la moto aussi elle s'est, je sais pas si affaissée c'est le bon terme, mais vous voyez la bulle et tout, l'avant de la machine est beaucoup plus écrasé. On n'a pas tous ces ailerons à l'arrière, enfin c'est fou parce que en fait, on a 2 MotoGP devant nous, mais on a l'impression que celle du dessus, c'est vraiment, c'est presque une Moto2 quoi maintenant. Bon j'abuse, hein, je tire le trait, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc
Bref, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit: «Ah ouais, c'est quand même assez intéressant» et bah, je vais vous le mettre dans la vidéo, voilà, tout simplement. Je trouve que c'est toujours, plaisant de voir ce genre de petites choses. Bref, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. Je pense que c'est encore une fois une vidéo assez courte. Ces derniers temps, il y a quelques vidéos un petit peu plus courtes. J'espère que ça vous plaît. Comme d'habitude, pensez à lâcher le petit like si c'est justement le cas. Bref, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter justement. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.